Hum, Et donc, on enchaîne avec la médiation nomade. Il y a Alice Gaïa qui m'a rejoint sur le plateau. Et il y a Yazid Kerfi qui nous a rejoint sur Zoom. Merci Yazid, merci Alice d'être là. Euh, Merci à vous. Bah non, bah, avec plaisir. Je vous présente rapidement. Donc Yazid, vous êtes fondateur, directeur de la médiation nomade que vous avez créé après un parcours de délinquance, et on va en revenir parce qu'on va parler notamment de comment sortir de la délinquance, et vous animez du coup les médiations nocturnes de médiation nomade. Vous allez nous en parler. Et Alice, vous êtes sociologue, vous avez soutenu une thèse sur les sorties de la délinquance juvénile. Euh, et donc maintenant, vous êtes coordinatrice de médiation nomade, le couteau suisse de la structure. Tout à fait. Voilà. Et ben, venons-en au fait. Qu'est-ce que c'est la médiation nomade? Alors, je suis désolée, mais je n'entends personne dans le casque. Et Je n'entends ben, pas Yazid. c'est pas. C'est petit souci technique. Mais moi, je t'entends, Yazid. Est-ce que Yazid, tu veux Oui, nous... j'entends aussi. Je Ouais, bah, t'entends et j'entends Alice. parfait. Et ben, pendant qu'on règle le souci de casque d'Alice, est-ce que tu peux présenter médiation nomade? Médiation on circule de ville en ville, on s'installe le soir dans les quartiers, c'est-à-dire avec un camion, on met des tables dehors, comme une terrasse de café, et puis on crée des espaces de parole le soir dans les quartiers, notamment dans les quartiers prioritaires. Et on fait aussi de la médiation, mais aussi c'est aussi créer un espace de parole, aider les acteurs à se rencontrer avec les jeunes, provoquer des rencontres, organiser des débats, aider les villes par rapport aux problèmes de délinquance qu'ils peuvent rencontrer, d'incivilité, améliorer le vivre ensemble. Voilà en gros ce qu'est Médiation Nomade. On en est à peu près à 550 soirées en France, on a été à peu près dans 120 villes différentes. Et on existe depuis, oh j'ai oublié la date, Ça fait 10 ans, à peu près. Ça fait à peu près 10 ans. ça fait 11 ans qu'on existe. 11 ans. Et voilà, donc 11 ans, c'est votre anniversaire l'année dernière, des 10 ans. oui, Euh, tout à fait. et du coup, bah, donc elle est née il y a 11 ans. Comment elle est née, cette association? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment elle est née, l'association Médiation Nomade? Elle est née à Clichy-sous-Bois parce que mon objectif, moi, c'était d'ouvrir des locaux le soir pour les jeunes parce que dans tous les quartiers de France, les jeunes, ils veulent un lieu pour se poser le soir. Parce qu'ils ont envie d'être entre eux, parce qu'il fait plus chaud dans un lieu, parce qu'ils veulent aussi peut-être des jeux, un bar sans alcool et tout ça. Et comme j'ai du mal à convaincre les villes d'ouvrir des lieux, donc j'ai créé un local à roulettes. C'est-à-dire que je m'installe le soir, je mets un barnum, des tables et des chaises dehors, et quand j'ai fini, je remballe tout et je pars. Et là, les villes étaient d'accord. D'accord. Et voilà, finalement, tu as contourné la contrainte pour réussir Tout à fait. à obtenir. Et ça, c'est bien joué, de la persévérance. Mm. Et donc, du coup, donc, ouais, donc vous installez donc avec le camion un espèce donc, de lieu éphémère pour les jeunes. Et du coup, concrètement, ça se déroule comment, une médiation nocturne? Bah, le coup, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde, hein, aussi bien les D'accord? animateurs que les éducateurs, que les élus, mais aussi que les locataires. C'est recréer du vivre ensemble et permettre à la parole de s'exprimer. Plus les jeunes vont prendre la parole, plus les gens vont prendre la parole et moins il y aura de la violence. La parole sera toujours plus forte que la violence. Donc, euh, c'est les villes qui nous appellent, ils sont en difficulté sur les territoires, ils ont du mal à discuter avec les jeunes, les acteurs ont du mal à aller sur le terrain. Donc on propose de s'installer le soir et d'aller à la rencontre de ces jeunes. Donc on essaie de convaincre les jeunes de venir discuter avec nous et on essaie de convaincre aussi les travailleurs sociaux, les locataires, les copropriétaires, les élus à venir discuter avec ces jeunes. Parce qu'on parle sans arrêt de ces jeunes sans les rencontrer. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, ils puissent se rencontrer, se parler, se dire les quatre vérités pour arriver à la fin à créer quand même du vivre ensemble entre eux. Quoi. Oui. Et il y a tout un travail en fait de préparation qui est très important. On n'arrive pas sur un territoire comme ça. On est extérieur au territoire, on ne connaît pas forcément les acteurs, les actrices. Donc on prépare les médiations, on prépare notre arrivée pour mobiliser, comme disait Yazid, les acteurs, que ce soit
des élus, des éducateurs, des éducatrices, des médiateurs, des médiatrices quand il y en a sur le territoire. Donc c'est vraiment une phase très importante et puis une phase aussi où donc on met tout le monde autour de la table en disant bon, vous nous avez appelés, pourquoi vous nous avez appelés, quelles sont les problématiques. Et puis, on fait aussi des visites de territoire. Donc, on va aussi sur les quartiers, on va rencontrer les habitants, les habitantes pour en savoir un peu plus sur le quartier avant d'arriver avec le camion le soir. Voilà, on prépare et ça, c'est vraiment important. Oui, vous débarquez pas juste un soir, vous garez et vous espérez que tout se passe bien. Forcément, ça se prépare parce que vous arrivez dans un contexte, dans un enjeu qu'il faut connaître et qu'il faut préparer. Tout à fait. Je comprends bien. Et du coup, Alice, puisque vous avez la parole, comment vous en êtes venu à travailler pour Médiation Nomade ? Je connaissais Médiation Nomade quand c'était à l'époque Pouvoir d'agir. Donc quand effectivement Yazid a créé le concept à Clichy-sous-Bois, quand effectivement il avait cette envie de monter un local pour les jeunes le soir, mais que il y avait tout un tas de contraintes et que c'était pas possible. Donc il a pris ce risque-là de venir avec un camion. Et moi, à l'époque, j'étais étudiante et je travaillais sur la délinquance déjà. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré et que j'ai commencé à faire partie de l'aventure. Ensuite, j'ai été en thèse. Donc, à cette époque-là, j'étais bénévole. J'allais avec Yazid les vendredis soirs à Clichy-sous-Bois. Et puis, après, j'ai fait ma thèse. Donc, on se croisait avec Yazid dans des colloques ou autres, puisque du coup, on était sur les mêmes thématiques. Et puis, quand j'ai terminé ma thèse, eh bien, il y a une fiche de poste qui s'est ouverte, un poste qui s'est ouvert à Médiation Nomade. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été prise. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Médiation Nomade. D'accord, oui, donc c'est quand même une longue histoire. C'est une longue histoire, oui. D'accord. Et du coup, donc, ce soir, on va cibler notamment sur comment sortir de la délinquance. Donc, c'est des sujets que vous connaissez bien tous les deux. Du coup, pourquoi vous avez voulu parler de sortie de délinquance, justement, ce soir ? Je commence. Comme je ne vois pas Yazid, au-delà du fait que pour moi c'était mon sujet de thèse, je trouve que c'est intéressant de décaler en fait le propos, de penser finalement pas tout le temps au passage à l'acte, pas tout le temps à la délinquance, et puis on peut dire aussi pas tout le temps à la violence, mais aussi à comment on s'en sort. Et donc c'est vraiment une autre façon, une autre posture de travailler ces sujets-là, de se dire, voilà, on connaît, on sait plein de choses sur la délinquance, mais qu'est-ce qu'on sait finalement sur les sorties de délinquance ? Et donc, à la fois, c'est important dans la recherche, mais aussi pour les professionnels, pour accompagner en fait les personnes qui se sont engagées dans des pratiques délinquantes. D'accord, très bien. Et vous, Yazid, du coup, cette sortie de délinquance, c'est peut-être une trajectoire plus personnelle dans votre cas ? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai été pendant 15 ans délinquant, entre 15 et 31 ans. J'ai toujours récidivé parce que, en même temps, être délinquant, c'est une façon d'exister. Quand tu trouves pas d'autres moyens d'exister, devenir un petit caïd dans ton quartier, tu deviens quelqu'un, tu es valorisé par tes pairs, pas par les gens honnêtes, mais au moins par tes pairs. C'est une façon d'exister, mais derrière, c'est aussi un appel au secours. Je suis sorti de la délinquance parce qu'à un moment donné, des personnes m'ont soutenu, des personnes ont plutôt regardé mes qualités que mes défauts. Et ça a produit un déclic dans ma tête. J'ai compris que les gens pouvaient m'aimer, pouvaient s'intéresser à moi. Et à partir de là, à partir du moment qu'on a regardé plutôt mes qualités que mes défauts, je leur ai dit, maintenant, je vais vous montrer mes qualités. Vous voyez, c'est dans la vie, c'est des histoires de rencontres. On peut faire des belles rencontres ou des mauvaises rencontres. Et ce jour-là, au tribunal, c'était une belle rencontre que j'ai faite avec des personnes qui sont venues me soutenir. D'accord. Et du coup, donc, concrètement, sortir de la délinquance, ça veut dire quoi ? C'est pour aller où qu'on sort de la délinquance ?
C'est une bonne question. Déjà, qu'est-ce que c'est que la délinquance Déjà. Et sur cette question-là, on connaît ce qu'est la délinquance d'un point de vue légal, d'un point de vue du droit, d'un point de vue institutionnel. Et toutes les recherches qui ont été faites sur les sorties de délinquance se sont interrogées, ont interrogé le point de vue des personnes qui ont été condamnées. Pour vous, c'est quoi la délinquance? Dans quoi vous étiez? Vous sortez de quoi? Quand j'ai commencé à faire cette thèse, je posais la question, mais toi, donc à des personnes qui étaient dans ces pratiques-là, toi, comment tu as fait pour sortir de la délinquance? Et en fait, sortir de la délinquance, ça n'avait pas de sens pour eux. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que pour eux, c'était sortir plutôt des pratiques d'une socialisation de rue. Donc des pratiques de rue, des pratiques, des façons de parler, des façons d'être, des façons d'interagir, des pratiques déviantes, mais au sens large, donc fumer du cannabis, voler, enfin plein, voilà, tout ça en fait, toute cette socialisation de rue. Et donc, ils sortent, finalement, c'est sortir de cette... les enquêtés, les personnes que j'ai rencontrées, parlaient d'univers, de style de vie. Donc, c'est ça, en fait, c'est de sortir de ce style de vie-là. En ce qui concerne, là, on parle de la délinquance juvénile dans les quartiers populaires. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que quand on dit, je pense, délinquance, sans préciser, les personnes vont tout de suite voir effectivement en tête des images de jeunes dans des quartiers populaires, alors que légalement c'est bien plus large que ça. Voilà, et on en a plein au gouvernement, donc on sait bien ce que c'est des délinquants, la délinquance en col blanc, hein, mais c'est vrai que finalement l'image de base qu'on a de la délinquance, la première image qui nous vient, est sûrement aidée par des années d'endoctrinement par les médias, c'est effectivement cette délinquance des quartiers. Tout à fait. Mais du coup, effectivement, et tu le disais aussi, Yazid, finalement tomber dans la délinquance ou dans cette façon de vivre de la rue, c'est parce que c'est des fois un peu la seule voie qui est possible pour ces personnes-là. Enfin, c'est une des voies de sortie pour certains. Parce qu'on remarque que si un certain nombre d'individus, de jeunes, sont fascinés par la délinquance. Dans les films de gangsters, il y a une fascination sur les voyous en même temps. Et donc, il y a des jeunes qui veulent les imiter. À force de regarder des films de gangsters, de voir des délinquants autour d'eux qui réussissent dans la délinquance, ils ont tendance à faire la même chose. Et donc, pour certains, c'est une façon de devenir quelqu'un, d'exister. Pour certains, c'est une façon de s'enrichir. Hein. Quand tu trouves pas de travail, quand tu commets des délits, c'est une façon d'avoir de l'argent aussi en même temps. Et donc, au bout d'un moment, la légalité ou la non-légalité, pour eux, c'est pas très grave en même temps. L'important pour eux, la finalité, c'est d'avoir du fric. C'est de devenir quelqu'un et c'est de pouvoir profiter de cet argent, que ce soit de l'argent honnête ou de l'argent malhonnête, de pouvoir s'acheter des biens de consommation, quoi. Ouais. Et en même temps, et ça d'ailleurs on en reparlera demain, mais c'est vrai que en même temps, quand on vit dans notre société où on a de la publicité qui nous pousse à longueur de temps, des fois qui cible spécifiquement ces jeunes-là, bon là je pense particulièrement par exemple aux pubs des paris sportifs qui demandent de l'argent, qui vont créer de l'endettement et qui ciblent spécifiquement les jeunes de quartier. En fait, on a presque une industrie qui pousse à la délinquance parce qu'en fait, qui crée des besoins, qui crée des envies, qui nécessitent d'avoir de l'argent. Et pour ça, il n'y a pas 36 moyens de l'obtenir quand, à côté de ça, la même société ne nous accepte pas avec Parcoursup ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Disons que la rue, je reprends ce que disait Yazid, la rue et la délinquance est un des champs des possibles, provisoires, qui pallie à des manques de diplôme, à toute plein de formes de disqualification sociale. Et donc la rue est un des champs des possibles pour effectivement se faire, être reconnu, se faire respecter. Mais il s'avère que les personnes que moi j'ai pu rencontrer
dans mes tests, se rendent compte que c'est provisoire, que ça dure qu'un temps. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui s'engagent dans la délinquance s'en sortent. Donc, c'est pas pérenne. Ça, c'est une première chose. Et je voulais aussi rebondir sur une deuxième chose. C'est de se dire que c'est un des champs des possibles, mais en fait, une minorité des personnes qui habitent dans les quartiers populaires prennent cette voie-là. Et ça, il faut le rappeler aussi, justement, pour éviter toute la stigmatisation, de rappeler que les jeunes qui habitent dans les quartiers populaires ne prennent pas toutes et tous la voie de la déviance. Voilà. Oui, c'est clairement pas une voie majoritaire. Non. Mais c'est une voie qui est mise en avant. Et bon, ça, on peut faire le parallèle comme avec les personnes violentes au sein du mouvement climat. C'est une minorité, mais on va parler que d'elles. Et ça permet de stigmatiser un groupe entier. Tout à fait. On connaît. Et alors, du coup, comment, donc Yazid, tu en as un peu parlé, c'est aussi par le soutien des personnes, par des personnes qui donnent de la confiance qu'on peut sortir de la délinquance. Est-ce qu'il y a d'autres façons aussi d'aider à sortir, voire à ne pas rentrer dans la délinquance? Il y a beaucoup de raisons qui font de sortir. Moi, je travaille beaucoup en milieu carcéral. Donc, et je travaille dans le cadre de la prévention de la récidive. Et donc, ce qu'il faut pour sortir de la délinquance aussi, c'est une question de choix. On peut récidiver ou ne pas récidiver. Donc, il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent pas. C'est trouver un travail. Certains me disent, si je trouve pas de travail, faire recommencer. Donc, forcément, c'est un travail. Un domicile. Et certains me disent, moi, ce que je veux, c'est un travail, un domicile, une femme et des enfants. Et ça, c'est le modèle de tout le monde. Ce qu'ils veulent, à un moment donné, c'est pouvoir s'en sortir. Et pour s'en sortir, ils veulent redevenir comme tout le monde. Avoir un domicile, une femme, des enfants, travailler sur la confiance en soi, parce que beaucoup n'ont pas confiance en eux. Et forcément, ça prend du temps. Certains récidivent, un petit peu moins. Certains recommencent, mais ne recommencent plus après. Donc, mais c'est vrai que si tu sors de prison et tu es dans la même difficulté qu'avant d'y rentrer, forcément, il y a de la récidive. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment aider les sortants de prison ou aider les gens qui veulent sortir de la délinquance à trouver du travail, à avoir un logement, puis après les aider un petit peu sur le travail, sur la confiance en soi, l'estime de soi, parce que beaucoup n'ont pas beaucoup ces qualités. Et peut-être pour certains, pour sortir de la délinquance, il faut qu'ils quittent le quartier, quoi. Tant qu'ils resteront dans le quartier avec leurs copains délinquants, ils auront du mal à se sortir. Donc il y en a qui disent, tant que je reste dans le quartier, je n'arriverai pas à m'en sortir. Donc, et là, il faut avoir, pour sortir du quartier, il faut avoir de l'argent, quoi. Et donc, mais c'est vrai que la question essentielle, c'est vraiment trouver du travail au départ, quoi. Trouver du travail, mais aussi travail un travail sur soi-même, sur la confiance en soi, quoi. Ouais, c'est vraiment ce double mouvement-là à la fois d'aller vers autre chose que ce milieu de la rue, et donc d'avoir d'autres champs des possibles en fait pour se faire respecter, pour se faire reconnaître, pour servir en fait et pour vivre dans la société. Donc comme disait Yazid, il y a toutes ces formes de liens sociaux, donc le travail, la famille, qui sont très importants. Et puis, il y a aussi quitter quoi. En fait, les personnes qui sortent de la délinquance ont aussi en ont ras-le-bol de la rue. C'est très usant, c'est très fatigant la rue. C'est très fatigant les pratiques délinquantes. Donc il y a aussi ça qui entre en jeu. D'accord. Et du coup, donc, tu disais que tu travaillais notamment sur la lutte contre la récidive. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui concrètement pour soutenir les personnes qui veulent soutenir de la délinquance en France? Je vois à la réaction d'Alice qu'il n'y a peut-être pas grand-chose. mais il y a des choses, j'imagine qu'il n'y a forcément pas assez de moyens, mais voilà, qu'est-ce qui peut exister, qu'est-ce qui mériterait d'exister aussi Bon, déjà, on met pas de... il y a la question politique également. On met beaucoup plus d'argent dans la sécurité que dans la prévention. Ça, c'est une réalité. En prison aussi, on met beaucoup plus d'argent dans la sécurité
que dans la prévention de la récidive. Donc, il y a déjà en même temps ce qu'il faut équilibrer, prévention, sécurité, ça va ensemble. Mais par exemple, en prison, il y a les SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Leur travail, c'est de préparer la sortie des détenus et travailler sur la prévention de la récidive. Et mieux la sortie a été préparée, moins il y a de la récidive. À l'extérieur, pour des jeunes, notamment pour des jeunes mineurs ou des jeunes adultes, il y a des éducateurs de la prévention spécialisés qui peuvent travailler. Il y a des associations qui accueillent. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas suffisamment, ça c'est sûr. Euh, il y a pas forcément, il y a des foyers qui accueillent aussi des sortants de prison, qui sont accueillis dans des foyers où ils sont suivis avec des assistantes sociales pour qu'ils puissent trouver un logement, pour les aider par rapport aux démarches administratives. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes, mais il n'y a pas vraiment suffisamment les moyens à ce niveau-là. On ne met pas suffisamment les moyens sur la prévention de la récidive. Quand on voit les taux de récidive en prison, le taux de récidive chez les adultes est à peu près de 65%. Ça veut dire que la prison ne remplit pas sa mission de réinsertion. À la demi-mission, c'est maintenir les personnes en prison, elle le fait bien, il y a peu d'évasion. La deuxième, c'est la réinsertion, c'est pas suffisant en même temps. Elle fait quand même des efforts, mais je pense qu'il faut mettre davantage d'efforts à ce niveau-là. Ouais. Moi, je dirais deux choses. C'est déjà qu'en tant qu'institution, mais toutes les institutions au sens large, donnent la possibilité et donnent des opportunités à ces personnes, en fait. Et ça, c'est important. Et je pense, on parle très peu de médiation nomade, mais c'est vrai que nous, par exemple, en tant qu'association, au sein de Médiation Nomade, on est, par exemple, une structure d'accueil TIGE. Et donc, on accueille des personnes qui sont condamnées à des travaux d'intérêt général, à faire en fait à faire cette condamnation au sein de cette association. Mais c'est aussi de permettre à des personnes qui certes ont un casier judiciaire, mais aussi des compétences, et même s'ils n'ont pas de diplôme, de travailler dans l'association. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, la deuxième chose, c'est peut-être le regard qu'on porte sur ces personnes, d'être moins dans une forme de stigmatisation, voilà, et de penser que ces personnes-là ont plus de chances. C'est un chercheur qui disait ça sur les sorties de délinquance, qui ont plus de chances en fait de s'en sortir que d'être récidiviste et de rester dans la délinquance. Donc ça, c'est important aussi, le regard qu'on porte sur les personnes qui ont été condamnées. Oui, c'est vrai que j'imagine qu'aujourd'hui, dans la société, annoncer qu'on est passé par la case prison, ça met tout de suite, j'imagine, je sais pas comment dire, une étiquette sur soi, et que ça va changer les relations qu'on a aux autres dans la plupart des cas. En tout cas, c'est un frein. Ouais. Pour trouver du travail, pour avoir un travail, c'est un frein. Ouais, j'imagine bien. Et du coup, est-ce que du coup, j'imagine que la prévention, c'est bien aussi de prévenir la délinquance. Est-ce que, du coup, Yazid, toi, en tant qu'ancien délinquant, quand tu vas justement rencontrer en médiation nocturne des jeunes, voilà, comment ils réagissent à ton parcours, à ta présence? Est-ce que tu peux leur raconter? Je ne le dis pas forcément, c'est pas marqué sur mon front que j'ai fait de la prison ou que j'étais un ancien délinquant en même temps. J'en parle si je pense que ça peut être nécessaire auprès des jeunes. Je ne mets pas ça en avant, moi je parle d'abord d'amour aux jeunes en même temps. On est là parce que vous aime bien, parce qu'on a envie de vous aider, parce que vous avez plein de qualités, parce que vous avez le potentiel, mais en même temps parce que vous faites des conneries. Donc on leur dit tout ça en même temps. Et si je vois que c'est nécessaire de leur dire, bah, vous savez, je suis passé moi aussi par la case prison. Rien que par exemple, quand je fais un débat dans une prison, ils mettent une affiche dans la prison auprès des détenus. Ils marquent débat avec Yazid Kerfi, ancien détenu, aujourd'hui enseignant à l'université. Bah, rien que ça, les détenus ils disent tu te rends compte, avant, il était comme nous en prison, puis aujourd'hui, c'est un prof. Bah, pour montrer qu'à un moment donné, si on fait des efforts, si on fait des choix dans la vie, on peut s'en sortir en même temps, que vous avez des possibilités pour pouvoir s'en sortir. C'est à vous de faire des efforts, d'aller vers les bonnes personnes, de prendre des nouvelles résolutions. Mais si les personnes ne veulent pas changer, ne font pas cet effort, il y a un risque de récidive. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'ils fassent l'effort, mais en même temps, il faut qu'ils combattent la mauvaise image qu'ils ont. C'est vrai qu'un ancien détenu, quelqu'un qui a été délinquant et tout ça, on sait que dans la société, il y a une mauvaise image, mais il faut être plus fort que ça. À vous de montrer que vous êtes devenu une personne bien en même temps.
Parce que sinon, les gens vont rester sur cette mauvaise image. Tous les gens qui ont fait de la prison ne changeront jamais. Donc, c'est à chacun de pouvoir montrer que j'ai changé. Est-ce que vous pouvez me donner ma chance? Hein, c'est une question de main tendue, quoi. Si les gens te tendent la main, tu auras plus de chances de pouvoir t'en sortir. Ouais. L'expérience par les pairs, elle est vraiment importante. Enfin, et on le voit, nous, à Médiation Nomade, alors que ce soit Yazid, alors qui maintenant, toi Yazid, ça fait un moment que tu es passé par la case prison, mais par exemple, on travaille avec une autre personne qui, elle aussi, a été condamnée à plusieurs années de prison. Et évidemment, en fait, ça parle aux jeunes. Donc, comme disait Yazid, il n'est pas non plus question d'arriver sur le quartier en disant voilà, nous, on a fait de la prison, donc on considère que ça va vous parler parce que vous aussi, vous allez ou vous avez, voilà. Donc, là aussi, tout le travail d'être fin aussi dans notre approche. Mais ça parle, évidemment. Voilà, quand Yazid ou Ismaël, enfin Youv, vont dans les quartiers, ils ne renvoient pas la même chose que moi ou que d'autres. Donc voilà, ça parle, leur discours parle. Et puis c'est important de voir aussi que oui, on peut être passé par cette phase-là, mais on peut aussi tout à fait y arriver autrement. Ouais. Et ça, c'est important d'avoir des modèles aussi. Alors, c'est un peu réducteur de dire positif, mais de réussite sociale comme on l'entend dans la société, quoi. Enfin, voilà. Oui, ouais, non, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que, comme tu disais, en fait, avoir des images que des personnes comme nous qui viennent des quartiers, à qui on peut s'identifier en se disant, OK, on a une histoire commune, il comprend ce que je vis, et il s'en est, entre guillemets, sorti. C'est hyper important. Parce qu'il y a une reproduction sociale dans notre société qui est liée à un manque aussi d'image de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut devenir. C'est important d'avoir de promouvoir justement cette diversité d'images et cette possibilité pour tous et toutes finalement de réussir partout. Et donc ça, je pense que c'est une force aussi de ça. Rien que d'aller, je pense, voilà, je pense quand Yazid il arrive le soir et qu'il dit voilà, je suis prof à l'université, etc. Forcément, ça dit ok, en fait, il y a des possibilités. Totalement. Et c'est très cool de faire ça. Et d'ailleurs, Médiation Nomade, ça a commencé donc à Clichy. Aujourd'hui, tu as dit Yazid, c'était dans 120 villes. Alors, c'est pas, je crois que c'est pas 120 villes en permanence, mais il y a des antennes qui se sont créées dans plusieurs villes, plus ou moins. Je ne sais pas si Yazid... Alors, ce ne sont pas des antennes en soi, mais par contre, c'est une démarche qui est essaimable. Voilà, une démarche qui peut être prise par n'importe qui, dans une volonté aussi d'être dans l'éducation populaire, de dire nous, voilà, Médiation Nomade, on fait ça, mais tout le monde peut le faire sur ces territoires. Ça peut être un collectif d'habitants, d'habitantes, ça peut être des professionnels. Donc effectivement, il n'y a pas des antennes Médiation Nomade qui se sont développées, mais par contre des associations ou bien des structures de médiation sociale qui ont repris la démarche, l'outil sur leur propre territoire. Peut-être Yazid peut compléter. Après, notre travail, c'est de pousser un petit peu les acteurs à aller vers les autres. Il y en a qui ont du mal à aller vers les autres. Et puis, savoir travailler en horaire décalé. Nous, on y va le soir pour pousser un petit peu. Il y a beaucoup de jeunes en difficulté qui sont présents le soir en même temps. Donc, à un moment donné, c'est à nous de nous adapter au public. Si on y va à 9 h du matin, on ne va pas les rencontrer. Par contre, si vous y allez à 21 h le soir, vous avez plus de chances de les rencontrer, à condition que les personnes acceptent de changer leurs horaires de travail. Faites la grasse matinée le matin et allez plutôt travailler l'après-midi, puis en fin de journée, et travailler en soirée pour pouvoir les rencontrer. D'accord. Ouais. Oui, c'est ça. On montre, je crois, sur les territoires une façon de faire en décalé parfois, un peu différemment de ce qui peut être fait dans les structures
qui existe. Mais il n'est pas non plus, quand on va sur les territoires, question de dire ce que vous faites, c'est pas bien. C'est plutôt d'apporter un regard extérieur, d'apporter un moment aussi de réflexion entre les acteurs sur ce quartier-là, ok, il y a telle problématique, mais quelles sont aussi les ressources dans ce quartier-là? C'est une problématique pour qui? Pourquoi? Est-ce qu'il faut effectivement qu'on fasse des nocturnes pour toucher ces jeunes-là qu'on ne voit pas forcément dans les structures? Donc voilà, on est plutôt là pour donner des pistes, pour soutenir, pour initier, mais voilà, pas pour dire que ce qui est fait est pas adapté. Voilà. Oui, c'est pour proposer des nouvelles pistes c'est ça. De réflexion et éventuellement d'action. Ok, et je crois mais ça a été pas mal repris dans pas mal de villes aujourd'hui. Alors je fais un lien avec en fait cette année c'est les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme qui était partie de Marseille en passant par Lyon et qui était remontée jusqu'à Paris et qui disait déjà en fait il y a 40 ans un peu les mêmes choses. On est stigmatisé, on est presque prédestiné à des vies toujours similaires et on n'arrive pas à sentir des citoyens, citoyennes comme les autres. Voilà, ça fait 40 ans. Est-ce que il y a des choses qui ont changé dans le bon sens ou pas? Ça a peut-être évolué ou pas? Est-ce que Yazid, à l'époque, je pense que tu étais déjà né, mais tu étais peut-être encore un peu jeune, mais est-ce que tu avais aussi suivi cette aventure de la marche? Pas tout à fait, parce que quand eux marchaient à cette époque-là, moi je courais parce que j'étais en cavale, quoi. Les policiers me couraient derrière, donc j'ai pas suivi la marche. J'étais pas présent. Il y avait mes frères et sœurs qui étaient présents à ce moment-là. Mais je trouve que c'est une très très bonne initiative. Qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol, que les gens, il y avait souvent des violences contre les jeunes, du racisme, de la discrimination. Les jeunes eux-mêmes des quartiers se sont mobilisés tous ensemble parce que ce qui vivaient dans leur quartier, c'était un petit peu la même chose qui se passait dans d'autres quartiers. Donc, ils se sont tous mobilisés ensemble pour faire une grande marche pour arriver à Paris à 100 000 personnes et être reçu par le président de la République. C'est une démarche très citoyenne pour dire on est en France, on vit en France et on veut avoir une égalité de droits comme tout le monde en même temps. C'est ce qu'ils recherchaient. Donc aujourd'hui, il y a des améliorations, c'est sûr, mais il y a toujours des problématiques de rapports compliqués entre les jeunes et la police, des problèmes de racisme, des problèmes de discrimination. Il y en a toujours, mais il y a pas mal de jeunes qui s'en sortent. La majorité des jeunes, quand même dans les quartiers, s'en sortent, mais il y a quand même encore ces problèmes de discrimination qui sont encore très très importants en France, quoi. Oui, je dirais que toute forme de domination sociale, raciale ont toujours existé. Et je te rejoins, enfin, c'est triste de se dire qu'en 40 ans, ça existe encore et qu'il faut toujours lutter. Et du coup, je trouve qu'on a aussi un rôle, nous, Médiation Nomade, à libérer la parole. Voilà, à faire en sorte que les jeunes ou les moins jeunes puissent aussi dire ce qui ne va pas, dire ce qui va aussi, mais revendiquer. En fait, ils ont le droit de revendiquer des choses. Ils ont le droit de parler, ils ont le droit. Et je crois que c'est aussi un enjeu qui je sais pas comment dire. En tout cas, peut-être qu'un jour ça changera. Hein. Peut-être qu'il y aura plus de forme de domination. Mais déjà, l'important, c'est que ces jeunes et ces habitants aient cette légitimité-là et se sentent capables de pouvoir se mobiliser et dire non à ces formes de discrimination. Voilà. Ouais. Mais c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y avait je vais faire un autre lien avec
avec une actualité qui était récente, parce que le départ finalement de cette marche était aussi la mort d'un jeune tué par la police. On est 40 ans après, on a eu du coup l'assassinat de Naël qui a eu lieu, et finalement avec une réponse qui était vraiment, je pense pas, à la hauteur. On a vu des choses assez incroyables avec la cagnotte de soutien à un policier qui a atteint des sommes astronomiques et qui montre qu'il y a un soutien quand même, peut-être pas par une majorité de personnes, mais par des personnes riches à minima, des actes racistes dans la police. Comment, j'imagine que c'est peut-être des choses qui sont peut-être revenues sur la table pendant les médiations, mais comment... moi, j'essaye de me mettre à la place de ces jeunes, et je vois que finalement, quand l'un des nôtres est assassiné, je vois ce que ça crée. Je sais pas dans quoi j'arrive à me projeter, quoi. Je sais pas si Yazid, tu veux Non, commencer. vas-y. Pour moi, la mort de Naël a réactivé des colères, des colères profondes, des colères par rapport aussi à ce qu'ils vivent au quotidien, les discriminations qu'ils vivent au quotidien au sein des institutions. Alors, et c'est pas que par rapport à la police, c'est aussi au niveau scolaire. Ouais. Et du coup, ça réactive tout ça. Et du coup, je trouve que voilà, il faut aussi réfléchir quand il y a ce genre d'événement. Il faut réfléchir au-delà de cet événement-là. Et puis, je dirais autre chose, non pas par rapport aux jeunes, mais par rapport à la police aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, moi, je sais pas, j'imagine, et j'ose espérer que le policier, quand il s'est réveillé ce matin-là, il s'est pas dit, tiens, je vais tuer quelqu'un. Donc ça questionne sur les conditions de travail, ça questionne sur la formation, ça questionne sur le système, le corps en fait professionnel. Et c'est important de se questionner, de comprendre pour pas que ça se reproduise en fait, parce que personne n'a envie que son enfant soit tué. Voilà. Clairement. Yazid, tu veux réagir aussi ou... Oui, c'est-à-dire que pour moi, il y a quand même une urgence à améliorer les relations entre les jeunes et la police. En même temps, on dit qu'il y a une urgence, mais ça fait 40 ans que ça dure en même temps. Il y a quand même une difficulté quand même avec la police, que la police a quand même du mal à se remettre en cause, quoi, en même temps. Donc, à chaque fois, il se passe des choses comme ça. Je trouve que les policiers ne sont pas suffisamment bien formés pour travailler dans des quartiers difficiles. Je pense qu'ils sont peut-être mal encadrés à ce niveau-là. Je pense qu'il faut peut-être remettre une police de proximité dans ces quartiers qui soit là en temps de paix dans les quartiers et pas seulement aujourd'hui police secours en temps de guerre. Ils n'interviennent que quand il y a des conflits. Donc, mais bon, c'est une vraie question à poser au ministère de l'Intérieur, mais à condition que tout le monde s'assoie autour de la table et qu'on puisse poser les vraies questions à ce moment-là, quoi. Donc, les jeunes, ils attendent ça, mais les policiers aussi attendent ça parce qu'ils sont en grande difficulté dans ces quartiers, les policiers. C'est difficile de travailler dans les quartiers où les gens ne t'aiment pas dès le départ en même temps. Donc, il faut aussi aider les policiers à mieux faire leur travail et ne pas arriver à des situations parfois très difficiles où aussi bien les jeunes que les policiers sont en grande difficulté ensemble. C'est pour ça que il y a un gros travail à faire là-dessus, mais à condition que tout le monde puisse s'asseoir à la même table pour pouvoir travailler là-dessus, parce que ça fait plus de 40 ans que ça dure, cette situation, sur les rapports entre les jeunes et la police, quoi. Oui, puis de travailler sur le sujet, mais pas seulement quand il y a un drame. En fait, c'est un vrai travail de fond, ce rapport police-population, et je dirais même ce rapport institution-population, en fait. Il doit, à mon sens, il doit se faire sur le long terme et pas au moment où, en fait, tout le monde est très énervé. Parce que les personnes, en fait, vont pas réussir à se parler. Chacun est polarisé dans son discours, dans sa posture. Donc, c'est pas un moment, en fait, où on peut se parler. Donc il y a un travail de fond à faire.
Voilà, et pas seulement un travail dans l'urgence de OK, il y a eu ce drame, il faut faire quelque chose. Voilà. Samir, je pense que on est nombreux à être d'accord que je pense qu'il y a aujourd'hui des grosses réformes à faire au sein de la police, ne serait-ce que en fait aujourd'hui le rôle attribué à cette institution policière qui est effectivement aujourd'hui uniquement dans la répression. Quand à une époque, on le voit quand on regarde des vieux films ou des vieilles BD, il y avait des policiers dans la rue à qui on demandait son chemin, qui rendaient des services, etc. Et ça n'existe plus dans notre quotidien aujourd'hui. Quand on pense policier, on ne pense pas du tout quelqu'un à qui on demande son chemin dans la rue. Je pense qu'il y a eu une perte de ce lien effectivement entre police et population. Et à mon avis, c'est particulièrement vrai dans les quartiers populaires où effectivement, c'est à mon avis depuis encore plus longtemps. Mais là, ça demande effectivement une réforme profonde de l'institution policière qui a malheureusement pas l'air d'être initiée en ce moment. Je sais jamais ça. Non, il est prêt, il dit rien. Okay. Sur les pratiques policières et sur l'évolution des pratiques policières, je sais pas. Je sais pas. Je me prononcerai pas là-dessus, mais en tout cas, les quartiers populaires sont plus contrôlés. Ça, c'est vrai. Le nombre de vidéosurveillance. Alors, je dirais pas que pas que les quartiers populaires. En fait, là, en parlant, c'est toute la rue qui est les espaces publics qui sont de plus en plus contrôlés. Et donc, ça pareil, ça interroge en fait. Pourquoi on a besoin de plus contrôler Voilà, est-ce que... non, oui, je m'arrête là. Ça interroge, quoi. Une deuxième thèse. Ouais, c'est ça. Oui, on s'aperçoit que les policiers ne savent pas aborder les jeunes sans leur demander leur papier d'identité. La seule façon de les aborder, c'est en les contrôlant en même temps. Alors qu'ils pourraient aussi s'arrêter 5 minutes, discuter, dire bonjour, discuter un petit peu, au lieu qu'à chaque fois d'être dans le contrôle. Mais ils ne savent pas le faire, ils l'ont pas appris à l'école de police. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut améliorer la formation des policiers à ce niveau-là, quoi. Ah oui, clairement. Clairement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé directement, mais c'est vrai que le contrôle au faciès qui est systématique et qui crée du coup un évitement aussi de la police par ces jeunes-là. Je pense que nous, enfin, en tout cas, Alice et moi, je pense qu'on n'est pas trop concernés. Quand on voit un policier, on n'a pas la peur au ventre, mais je comprends bien que si chaque fois qu'on croise un policier, il nous demandait nos papiers, à un moment, on en aurait marre et on ferait des détours pour ne pas les croiser et on serait dans une stratégie d'évitement, mais qui derrière renforce une suspicion peut-être de la part des policiers, et c'est un cercle vicieux. Mais je crois que le défenseur, ou je ne sais plus si c'était le défenseur précédent des droits ou si c'est la défenseuse des droits actuelle, qui ont recommandé justement d'interdire le contrôle au faciès sans motif réel. C'est déjà des pistes qui existent, des pistes qui sont proposées du coup par la défenseur des droits, qui ne sont pas du tout reprises. Donc ça manque aussi peut-être de volonté politique, en tout cas au niveau national. Au niveau local, quand vous intervenez avec la médiation locale, nomade, vous avez comment ça se passe avec les élus? Est-ce que, j'imagine ça dépend forcément des villes, mais il y a des villes, j'imagine, qui doivent aussi être soutenantes et vouloir améliorer les choses? Yazid Oui, il y a des élus qui viennent, on en parle. Quand on a terminé une médiation normale, on fait toujours un bilan et on dit voilà ce que disent les jeunes, voilà ce qui va pas, voilà ce qu'il y a des peut-être problèmes avec la police dans certains endroits. Il y a des jeunes qui disent on aimerait bien voir un local. Il y a des jeunes qui cherchent du travail qui n'en trouvent pas. Donc c'est qu'à un moment donné, quand on fait un bilan, comme on a écouté aussi bien les élus que les travailleurs sociaux, que les éducateurs, les animateurs, que les jeunes, on arrive quand même à comprendre certaines choses. Et puis quand on fait le bilan, on dit bon voilà sur quoi vous devrez faire des efforts dans ce domaine, par exemple, quoi. Parce que souvent, ils n'ont pas la parole des jeunes. Et donc, le fait qu'on soit installé le soir, cette parole, on l'entend.
Mais cette parole, elle est entendue parce que parfois les élus sont présents aussi, parce que les travailleurs sociaux sont présents. Donc, à un moment donné, quand il y a de l'échange de part et d'autre, chacun arrive à mieux se comprendre et qu'il y a après des décisions qui se prennent. Parce qu'à un moment donné, ils ont pu s'écouter et se comprendre. Et forcément, ça apporte aussi à un moment donné des pistes de réflexion pour les acteurs, quoi. D'accord. Le dialogue, quoi, finalement. Hein? Oui, ça passe par le dialogue avant tout, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, médiation nomade, c'est un pont. En fait, voilà, on crée ce pont, mais on n'a pas le pouvoir de, de- de- on peut pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Voilà. On ne sait pas si la parole qui va être dite de part et d'autre va être écoutée. Elle est entendue, mais est-ce qu'elle va être écoutée? Est-ce que des choses vont bouger? Alors parfois oui, parfois non, mais ça s'est fait. Voilà, il y a eu du lien, il y a eu du dialogue, voilà. Mais on n'a pas le pouvoir de l'après. Oui, forcément. Mais c'est déjà très bien de recréer le lien et de faire des ponts et de permettre à ces personnes qui effectivement se parlent, à mon avis, trop peu souvent, et ben de les mettre en contact. Est-ce que vous avez là, pour terminer, un ou deux exemples justement je sais pas, de politiques de la ville qui ont été mises en œuvre de manière positive suite à des médiations nomades? Oui, oui, j'ai un exemple. Par exemple, on avait rencontré la ministre de la Ville et j'avais posé la question, dit, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans les quartiers, la réponse des politiques, c'est de ramener toujours plus de policiers. Et moi, je leur ai dit, arrêtez de ramener autant de policiers à chaque fois qu'il y a un problème, ramenez un peu moins de policiers, mais peut-être un peu plus d'éducateurs et de médiateurs. Et depuis ce temps-là, ils ont mis en place, ça s'appelle un petit peu les bataillons de la prévention. Le ministère de la Ville a mis en place, dans les quartiers difficiles, plus de moyens, plus de médiateurs et plus d'éducateurs dans les quartiers. Et parce que c'est vrai, on peut ramener autant de policiers qu'on veut. Euh, les jeunes vont se calmer à un moment donné, puis ça va recommencer. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de penser toujours sécurité. Il faut parler prévention. Et donc, le ministère a répondu. Vraiment, ils ont mis, grâce à notre démarche et tout ça, à notre discours, des bataillons de la prévention, quoi. D'accord. Et ça, c'est au niveau national, du coup? Oui, au niveau national, mais y compris en Outre-mer, ils ont mis en... C'est-à-dire que l'État met à disposition, finance des postes d'éducateurs et de médiateurs et qui mettent ça dans des quartiers, un petit peu les quartiers les plus compliqués en même temps, quoi. Et donc, et franchement, j'ai été dans quelques villes où il y a des bataillons de la prévention. C'est vrai que ça apporte plus d'éléments parce que il y a un manque d'éducateurs dans les quartiers, il y a un manque de médiateurs parce que les villes ne peuvent pas répondre, les départements ne peuvent pas répondre et l'État la compétence de la prévention de la délinquance, c'est l'État. Et donc, l'État finance des postes de médiateurs et d'éducateurs depuis quelques années maintenant, quoi. Ok, super. Bah, c'est une belle victoire. Et au niveau local, je dirais que c'est aussi de penser la vie nocturne au-delà d'un prisme répressif. Parce que souvent, en fait, c'est ce qui se passe. Yazid a dit souvent, et à juste titre, que finalement, dans la rue, dans les quartiers populaires, le soir, on voit peu d'acteurs institutionnels, hormis la police. Et du coup, au niveau local, alors au-delà du fait qu'il y ait des médiateurs, des médiatrices, des éducateurs, des éducatrices qui s'investissent le soir dans les quartiers, il y a aussi tout plein de formes d'actions en fait nocturnes qui vont par exemple ouvrir des créneaux de gymnase pour faire du futsal, faire des nocturnes dans un centre social. Voilà, en fait, c'est toutes ces actions-là qui permettent de penser, d'occuper la nuit autrement que via des pratiques répressives, en fait. D'accord, ouais. Et ça se développe du coup des fois après Oui, là par exemple, on était dans une ville où des jeunes ont demandé, il y avait donc
autour de la table des jeunes qui, devant un élu, ont demandé justement d'ouvrir un créneau futsal. Alors, on ne peut pas vous dire que là, ça s'est fait, mais il a entendu et il a dit bah, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, mais effectivement, oui, ça peut se faire. Ouais. Ouais. Ok, super. Eh ben, merci pour ces notes d'espoir. Et en tout cas, bravo pour vos actions qui permettent aussi de visibiliser une parole trop peu souvent entendue, puis d'avoir quand même des avancées. Merci beaucoup d'être venu, Alice Merci. et Yazid, sur Zoom. Merci. Et puis à bientôt pour de nouvelles médiations.